Salut, c'est Boris, comment ça va? Vous l'avez remarqué, on a eu un mois de janvier très chargé, avec toute une partie du mois pendant laquelle je faisais 2 vidéos par semaine, et on va essayer de continuer sur un rythme bien cadencé en 2024. J'ai remarqué que certaines vidéos faisaient moins de vues que d'autres, j'ai commencé à m'interroger sur les raisons, on a pas mal discuté avec certains d'entre vous en commentaire, en message sur Instagram, etc. La conclusion, c'est que les causes sont multiples et qu'en fait c'est impossible de contrôler ça. Donc je vais juste continuer à faire le nombre de vidéos qui me plaisent, de la manière qui me plaît, tout simplement. Et en ce moment, voilà, j'ai une grosse productivité vis-à-vis de la chaîne, j'ai envie de vous parler de plein de choses, donc je me fais plaisir. Tant mieux si les vues suivent, et puis si elles suivent pas, bah c'est pas grave. Et ce qui compte, c'est tout simplement que vous continuiez à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, parce que ce que je fais avant tout pour moi, mais je le fais aussi pour vous, sinon j'écrirais un journal intime. Pour autant, j'ai entendu votre message, je sais que beaucoup attendent la prochaine rétrospective, et j'y travaille dur, ce sera sur Alexander Pfister. La première partie sera sur les jeux de 2008 à 2017. On va découper en deux, comme d'habitude, sinon ça fait vraiment des vidéos beaucoup trop lourdes et à regarder et à préparer pour moi. Et donc, normalement, je dis bien normalement, cette première partie sortira le 26 février, ce mois-ci. Il y a aussi le top 50 qui a démarré. J'espère que ça vous plaît. C'est vraiment un format qui nous tenait très à cœur avec Benjamin, qu'on est super content de faire. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir, un petit pouce bleu, un commentaire, des messages sur Instagram, sur YouTube, du partage, de l'abonnement, de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Et le Ko-fi est là si vous voulez marquer votre soutien vraiment avec un don financier qui me soutient symboliquement. Ça vous donne accès au podcast, peut-être aussi que je vais donner des nouvelles contreparties, par exemple un accès en avant-première à certaines grosses vidéos comme la rétrospective Pfister justement. Mais voilà, c'est vraiment facultatif, l'immense majorité de mon contenu est gratuite et en accès libre et c'est très bien comme ça, il faut vraiment pas vous sentir obligé, je n'ai pas besoin de ces dons pour vivre, heureusement, sinon je serais dans une fameuse précarité. Le Ko-fi c'est plus de l'ordre du symbolique, quoi. C'est juste quand vous avez vraiment envie de marquer votre soutien pour mon travail, autrement que par un commentaire, un pouce, un partage, un abonnement, qui sont des gestes qui font plaisir aussi. Donc vraiment, ne vous privez pas. Assez de blabla introductif, on va passer au sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient très à cœur, c'est les jeux de duel. Et plutôt qu'une critique à proprement parler, même s'il va y avoir des avis au sein de cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous proposer une analyse de game design entre deux jeux que je considère un peu datés dans ce genre, et deux jeux plus récents qui me paraissent résolument modernes et qui font que je les apprécie beaucoup plus. On va parler d'un côté de Summoner Wars et de Twisted Fables, des jeux que je ne possède plus aujourd'hui, et de l'autre côté de Unmatched et Arakan Wars, des jeux pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur. Unmatched de chez Yellow que j'ai découvert sur le tard. J'ai demandé à recevoir la version coopérative. Si je la récupère, je vous ferai une vidéo dessus pour vous dire ce que j'en pense, clairement. Mais là, on va vraiment se concentrer sur la dimension affrontement, la dimension duel d'Unmatched. Et Arakan Wars, dont l'éditeur m'a envoyé une copie. Je les ai contactés suite au conseil de Joël des Incredibles, et je remercie vraiment et l'éditeur et Joël, parce que Arakan Wars, ça a vraiment été une grosse claque, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, si cette vidéo vous donne envie d'acquérir Arakan Wars, vous pouvez bénéficier d'un code promo chez Golden Meeple pour acheter non seulement le jeu de base, mais aussi le pack all-in qui rassemble plein d'extensions. Là, vous avez 10% de réduction pendant une semaine en utilisant le code qui s'affiche à l'écran là. Golden Meeple, vous le savez, c'est la boutique partenaire de la chaîne. Cédric qui m'aide énormément à récupérer un maximum de jeux pour vous en parler. Donc vraiment, si le jeu vous tente, et je le dis d'emblée, c'est vraiment un excellent jeu, je vais détailler pourquoi ensuite, n'hésitez pas à le choper chez Golden Meeple, tant qu'à faire, vous avez une petite réduc, en plus vous soutenez une boutique indépendante et hyper sympa. Voilà, on est parti, on va commencer. Ah, j'oubliais un truc, ah oui, ça faisait longtemps que je l'avais plus dit. Bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti. Alors, on va parler du jeu de duel, donc, qui est une catégorie que j'affectionne beaucoup. Des jeux qui se jouent évidemment plutôt à 2 joueurs, même si souvent on propose d'y jouer aussi en multijoueur. C'est le cas d'Unmatched, c'est le cas d'Arakan Wars, il y a des modes pour jouer à plus nombreux. Je n'envisage pas ces modes de jeu-là. Pour moi, c'est vraiment des jeux qui se pratiquent à 2 joueurs. Et tant mieux si certains apprécient d'y jouer en 2 contre 2 ou à beaucoup, machin. Moi, vraiment, j'ai une pratique. Je viens de Magic à la base, vous le savez si vous avez regardé ma FAQ.
convaincu. Les jeux à base de cartes avec des combos où on se tape sur la tronche, pour moi c'est du 2 joueurs. Du coup je vais essayer d'analyser de manière un peu transversale ce qui fait que Summoner Wars et Twisted Fables sont des jeux qui aujourd'hui me déplaisent et que en face Unmatched et Hurricane Wars sont des jeux que j'adore et qui provoquent vraiment un sentiment d'addiction chez moi, qui me donne envie d'enchaîner les parties et qui me donne énormément de plaisir. Je vais essayer d'être un peu structuré, mais il est fort possible qu'on passe un peu du coq à l'âne. J'en profite pour dire que pour Unmatched et Hurricane Wars, je vous tourne des images originales. Je fais des plans moi-même. Pour une fois, j'ai pas été récupérer des images sur BGG. Pour les autres jeux, c'est plus possible, tout simplement parce que je les possède plus. Je vais pas rentrer dans les détails des différents jeux, je vais plutôt essayer de cadrer ceux qui proposent une expérience commune. Les 4 jeux dont je parle dans cette vidéo vous proposent un gameplay asymétrique, c'est-à-dire que vous et votre adversaire allez incarner des personnages différents qui ont leurs propres cartes, leurs propres compétences, leurs spécificités qu'il faut prendre en main. Dans Summoner Wars, Hurricane Wars, c'est plutôt des tribus avec un clan, etc. Dans Unmatched et Twisted Fables, c'est un personnage issu de la pop culture ou des contes qui a lui aussi son propre deck, mais dans les deux cas, le feeling est similaire. En fait, j'ai des cartes qui me sont propres, j'ai des compétences qui me sont propres, l'adversaire n'a pas les mêmes, je dois utiliser au mieux ces spécificités, ces compétences qui me sont propres pour le vaincre, pour réagir aux atouts qui sont en face et qui ne sont pas les mêmes que moi. Donc il y a évidemment une dimension méta, une dimension de connaître les decks, les personnages, les factions. C'est le premier aspect qui, de manière globale, fait que ces jeux sont assez addictifs pour moi, parce que moi, généralement, je vais pas me contenter d'une seule partie. Je vais avoir envie de jouer plusieurs fois avec le même personnage, plusieurs fois avec le même clan, pour comprendre les spécificités, pour comprendre la façon idéale de le jouer, ou les façons idéales, parce que souvent, il y a plusieurs axes. Quand c'est bien fait, en tout cas, tous ces jeux n'ont pas la même profondeur, mais voilà, je pense à Twisted Fables, qui a ceci d'assez cool pour lui, qu'il vous propose 3 piles de cartes, 3 axes de compétences dans lesquels acheter des nouvelles cartes et faire son petit deck building, et ça c'est plutôt cool parce que ça vous garantit au moins 3 façons différentes de jouer avec le personnage. Donc on a au moins envie d'y jouer 3 fois pour explorer ces différents axes. Je schématise, on peut mixer 2 axes ensemble, etc. Mais voilà un peu l'idée. Dans Unmatched et Twisted Fables, ce qui est d'autant plus cool, c'est que c'est des personnages qu'on connaît vraiment. Donc dans Twisted Fables, c'est un peu des princesses, des figures de la mythologie ou quoi, mais qui ont été revisitées de façon dark. Le jeu a une esthétique voilà, un peu métal, un peu gore, tout ce qu'on veut. On aime ou on n'aime pas, en tout cas elle est assez réussie dans son style, pour peu qu'on adhère. Dans Unmatched, on a un truc encore plus large, où ça va vraiment aller du personnage de la mythologie comme Médusa, des personnages de contes, d'histoires célèbres comme Sinbad, mais aussi la littérature comme Sherlock Holmes, Dr Jekyll et Mr Hyde, un roi singe issu de la mythologie chinoise, je pense, le petit chaperon rouge, Beowulf, et puis si on ouvre aussi aux extensions parues à l'international, on a tout Marvel, on a des boîtes et des boîtes et des boîtes. Il y a Houdini, je crois qu'il y a une version Bruce Lee, enfin ouais, il y a vraiment de tout. Donc, quand on incarne un personnage qu'on connaît déjà d'ailleurs, c'est d'autant plus cool qu'on a une curiosité de voir comment ces caractéristiques ont été traduites en cartes. Et ça, du point de vue game design, c'est quand même cool. Dans Unmatched, par exemple, on a l'homme invisible qui va du coup se téléporter, qui va avoir des brouillards qui augmentent sa défense, et on va vraiment avoir ce sentiment qu'il est insaisissable. Jekyll et Hyde a une mécanique propre avec sa transformation. Quand on est en Jekyll, on est plus défensif. Quand on est en Hyde, on va plus tabasser. Et il va falloir alterner entre les deux. Tout ça, c'est vraiment intéressant et ça donne une curiosité et un peu des a priori sur la façon dont on va devoir s'approprier le personnage. Là où pour des clans de Summoner Wars, comme les gobelins des sables, les trolls des ronces ou je sais pas quoi, c'est pareil pour les familles d'Hurricane Wars, les rouges, les verts, les gris qui sont les soldats, on a une idée générale de loin de comment ça fonctionne. Ça nous vient aussi de la littératie qu'on a développée avec Magic. Le bleu, ça va plutôt être des créatures volantes, de la magie. Le rouge va être plus offensif, etc. Ça, c'est les attentes qu'on a. Mais il y a moins ce bagage pop culture qu'on a intégré qui nous rend curieux, en fait. Et c'est la même chose pour des jeux comme Marvel Champions. On a cette idée préconçue du héros et on se dit, tiens, comment est-ce qu'ils vont traduire en game design le fait que Wolverine peut se
se soigner par exemple. Voilà, ça c'est vraiment un aspect que j'aime bien, qui me fascine et qui me touche personnellement parce que quand j'étais plus jeune, j'ai créé énormément de jeux de cartes, dont certains adaptés de jeux vidéo. J'ai notamment fait énormément de cartes Super Smash Bros. C'était un jeu vidéo auquel on jouait énormément avec mes frères, et donc chaque personnage de Smash Bros, chaque personnage de jeu vidéo au sens large, parce qu'évidemment on allait chercher plein de licences dont on rêverait qu'elles fassent leur apparition dans Smash Bros, bah à chaque fois j'essayais de me dire, ok, comment est-ce que je traduis ces compétences-là en effet de jeu sur des cartes. Je dis pas que j'y arrivais bien, mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé, fasciné. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, comme je vous le dis déjà depuis le début, Unmatched m'a mis une énorme claque, et j'en ai fait 10-15 parties en très peu de temps, et j'ai encore envie d'y jouer énormément, j'ai envie d'acheter toutes les boîtes, etc. Vous avez peut-être vu qu'il est déjà entré dans mon top 50, alors que je l'ai découvert en 2023, et que, à l'inverse, Twisted Fables, que j'avais chopé au moment de sa sortie, 2021-2022, ben, j'en ai fait 5-6 parties, puis je m'en suis lassé, je l'ai revendu. Alors que les deux proposent ce même concept de incarne un personnage, vas-y, et utilise-le du mieux que tu peux. Les deux jeux ont une mécanique de déplacement. À ceci de différent, que Twisted Fables va proposer un déplacement horizontal, en 2 dimensions en fait, donc en avant ou en arrière, et va donner un peu le feeling d'un jeu de combat 2D à la Street Fighter, donc est-ce que je me mets loin de mon adversaire et je fais plutôt des coups à distance, est-ce que je me rapproche, avec un côté vraiment alternance entre les deux. Et Unmatched va plus se rajouter un peu du jeu de figurines, d'escarmouches, mais en hyper léger, mais juste parce qu'il y a un plateau. Au début, avant de découvrir le jeu, je trouvais vraiment dégueulasse avec toutes ces couleurs un peu fluo dans tous les sens, mais en même temps, ça rend le jeu hyper lisible et c'est tout ce qu'on lui demande en fait. Il y a d'ailleurs plusieurs plateaux, et donc en fonction de la complexité qu'on veut, on peut opter pour telle ou telle map. Certaines vont ajouter des portes qu'on peut ouvrir et refermer. Dans la boîte Combat de légende volume 2, il y a des zones favorables où si on se place dans un sens plutôt que dans un autre, on va avoir un petit bonus d'attaque. Bah, tout ça, c'est des petits twists de gameplay intéressants. Donc dans Unmatched, c'est du déplacement en 3 dimensions, mais c'est pas pour autant que c'est plus complexe, et quand je dis jeu de figurines, c'est vraiment jeu de figurines hyper light, hein. Il s'agit pas de mesurer les déplacements ou quoi, c'est des cases, on se déplace d'une case à une autre, il y a cette notion de zone de couleur sur le plateau, on est ou non à portée d'une attaque à distance. Si je suis dans la zone verte et que votre pion l'est aussi, bah, je peux vous attaquer à distance pour peu que mon personnage puisse le faire. Le truc c'est que dans Twisted Fables, il n'y a pas de plateau de jeu. Le plateau de jeu est déterminé par des petites cartes qu'on va poser, je crois qu'il y en a 9 qui font la piste, avec ses limites à gauche et à droite. Et ces cartes, on va aussi pouvoir les utiliser comme compétences une fois par tour, pour peu qu'on joue en mode avancé, ce que je conseille. Mais ça rend un truc très peu lisible de l'endroit où est posée notre figurine, c'est aussi une compétence qu'on peut activer. Si c'est le cas, il faudra mettre la carte de côté, il faudra la remplacer par une autre. Et en fait, il y a notre figurine dessus, et donc pour lire l'effet de la carte, il y en a quand même pas mal de différentes, et les illustrations sont assez minimalistes, donc on les reconnaît pas, on les différencie pas au premier coup d'œil. C'est juste relou, quoi, et ça rend l'expérience pas hyper fluide. Là où dans Unmatched, c'est pas beaucoup plus joli, hein, vraiment, les plateaux sont pas très beaux, mais au moins, on voit très bien la connexion entre les cases. Les petits éléments de gameplay supplémentaires dont je parlais, déjà on peut jouer avec ou sans, c'est vraiment des petits ajouts qui vont pas rendre le jeu inintéressant si on les enlève, et ensuite ils sont assez discrets, ils sont plutôt bien intégrés, c'est assez lisible. Maintenant, un nouvel aspect radical, c'est vraiment la façon dont on va jouer des cartes, leur utilisation et comment elles s'enchaînent. Dans Twisted Fables, je l'expliquais, il y a 3 grands axes qui correspondent à 3 piles de votre personnage dans lesquelles vous pouvez acheter des cartes, et les cartes sont placées dans un ordre préétabli, donc vraiment vous allez avoir des compétences de plus en plus fortes à mesure que vous creusez un paquet dédié, et d'autant plus que vous allez aussi débloquer des capacités passives permanentes qui s'appellent des twists, et c'est scripté. Vous savez au début de la partie que vous avez mis les cartes dans un tel ordre, vous pouvez même consulter cette pile, et vous savez que si vous achetez 2 cartes dans ce paquet-là, vous allez récupérer le twist qui va vous donner telle compétence, etc. Donc il y a un aspect stratégique qui peut être appréciable. Mais pour moi, la mauvaise idée du jeu, qui le rend très laborieux, c'est que chacun des axes, donc il y a la défense, l'attaque et le mouvement,
chacune associée à une couleur, donc bleu, rouge, jaune. Chaque carte spécifique à votre personnage, pour être activée, va devoir être associée à une carte générique qu'il y a sur le côté du plateau et qu'on peut toujours acheter à tout moment. L'aspect frustrant, c'est que si vous n'avez pas la bonne carte générique qui correspond à la couleur de votre pouvoir, vous pouvez pas l'activer. Donc si j'ai un pouvoir bleu de défense, mais que j'ai pas de carte générique de défense dans ma main, je peux rien en faire. Alors c'est pas tout à fait vrai, je peux le défausser pour activer ces fameuses cartes qui sont là au milieu du plateau, du coup c'est relou, faut les lire, mais j'ai quand même cette frustration d'avoir acheté une carte et elle me sert à rien parce que j'ai pas la bonne main. Et les alternatives sont très maigres et j'ai ce pouvoir cool, mais je peux pas l'utiliser et ça se trouve je vais pas pouvoir l'utiliser tout le jeu. Alors évidemment, tout ça va avec du deck building. Si j'ai des pouvoirs défensifs qui sont très forts, je vais acheter plein de cartes de défense, du moins je vais essayer et espérer qu'elles tombent en même temps. Et voilà, c'est vraiment une expérience basée sur la frustration. Soit je vais avoir les cartes ou je vais pas les avoir, et je vais faire mon deck building pour compenser cette frustration en fait, souvent. C'est que si j'ai un pouvoir d'un type et j'ai pas les bonnes cartes pour l'activer, je vais me mettre à acheter des cartes de ce type pour me dire « Ah, la prochaine fois, ça va bien sortir ». Mais c'est pas très satisfaisant et ça crée une impression de lenteur. Alors que dans Unmatched, il y a 3 types de cartes aussi, les défensives, les offensives, et des espèces de tactiques qui sont des cartes à usage unique, les cartes jaunes, on les active, elles se résolvent et hop. Mais il y a aussi des cartes hybrides, mauves, qui sont à la fois de l'attaque et de la défense, et que je peux utiliser dans les deux cas. Et tout ça, c'est intéressant, parce que du coup, à l'inverse de Twisted Fables, j'ai beaucoup plus de façons d'utiliser mes cartes, et beaucoup plus de situations dans lesquelles je sais qu'elles vont être utiles. Le code couleur et les petits pictos sont hyper bien faits, on voit en un coup d'œil quelle est l'utilisation de cette carte, et je vais savoir si j'ai envie de piocher davantage ou non, si je suis dans une situation où je veux vraiment mettre des dégâts à mon adversaire et que j'ai que des cartes défensives, j'ai une solution facile, c'est celle de piocher. J'ai une solution qui est immédiate en fait, là où à Twisted Fables, je vais devoir attendre plus longtemps, et donc dans un match, la frustration elle est minime, elle va jamais durer très longtemps, et même si j'ai un peu de la malchance à la pioche, j'ai une solution. Il y a aussi une grande différence dans la façon dont les tours de jeu sont structurés. Dans Twisted Fables, je vais pouvoir utiliser ma main de cartes à l'infini tant que j'ai des trucs à faire, comme bon me semble. Donc je vais dépenser mes cartes génériques, soit pour qu'elles me donnent de l'attaque, de la défense, du mouvement, soit toutes seules, soit en les associant à des pouvoirs. Et donc voilà, ça peut créer des tours un peu lents, parce que je dois me figurer quelle est la séquence idéale pour jouer mes cartes, avec ce truc de devoir lire les cartes au milieu pour voir si j'utilise mes pouvoirs pour les activer, ou à l'inverse, tiens, j'ai des cartes génériques à associer avec, mais est-ce que ça serait pas mieux si je jouais ces cartes génériques toutes seules, etc. En plus, il y a plein de petits marqueurs sur votre plateau qu'il faut déplacer, marqueurs de points de pouvoir pour acheter des cartes ensuite, marqueurs de défense pour réduire les dégâts après, etc., etc. Donc c'est des manipulations qui sont hyper laborieuses et qui rendent le tour de jeu très peu fluide. Alors on peut choisir de jouer sans et de juste suivre les symboles sur les cartes, n'empêche que le matériel a été pensé comme ça, l'expérience a été pensée comme ça, et donc moi je juge le jeu à l'aune de cette proposition-là. Dans un match, à votre tour, vous avez 2 actions. Pour une action, vous avez le choix parmi 3. Soit vous jouez une de ces cartes jaunes à effet immédiat, vous la jouez, vous la résolvez, simple. Soit vous attaquez, pour peu que vous soyez à portée, donc soit en mêlée, soit à distance, en fonction de ce que vous propose votre perso. Vous jouez une carte face cachée, l'adversaire joue une carte de défense, s'il le souhaite. On les révèle, on compare la différence entre les deux, ça fait des dégâts au point de vie, il y a des effets qui se déclenchent pendant le combat, après le combat, c'est hyper simple, c'est ultra fluide. Et la dernière possibilité, c'est de piocher une carte, puis éventuellement de faire des mouvements. Et ça, j'y reviendrai, mais voilà, pour piocher une carte, il va falloir faire une action. On va pas piocher une carte naturellement au début de son tour ou repiocher une nouvelle main. Piocher est une décision en soi qu'on peut prendre ou non, et ça, c'est vraiment intéressant, d'autant plus que ça insuffle un certain rythme à la partie, j'y reviendrai après. Mais donc voilà, 2 actions, ça va hyper vite, les tours de jeu sont rapides, et ça crée un rythme incisif, dynamique, etc. Ça avance tout le temps, en fait, et pas de façon factice, mais vraiment juste de façon haletante, du fait que vous avez tout le temps envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et vous avez très peu de temps pour vous ennuyer, là où dans Twisted Fables, les tours de jeu peuvent vraiment traîner en longueur et on manque de fluidité, on a cette impression d'expérience laborieuse, quoi, que ça se traîne. Et enfin, le dernier aspect de comparaison entre ces 2 jeux qui font que pour moi, Unmatched est beaucoup plus moderne que Twisted Fables, paradoxalement il me semble que Unmatched est sorti avant, c'est la durée de la partie. Dans ces 2 jeux, la durée de la partie n'est pas prédéfinie.
fini. C'est-à-dire que le but est d'éliminer votre adversaire, ça va s'arrêter quand vous l'avez exterminé, quand vous avez réduit ses points de vie à 0, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une façon de redigérer ce même objectif de départ et de le traduire en game design pour deux expériences très différentes. Dans Twisted Fables, ça va tirer en longueur, encore une fois, et dans Unmatched, on va avoir une partie qui fait jamais plus de 25-30 minutes. Jamais. Dans tous les cas, ça va s'arrêter, on le sait, et c'est appréciable, ça fait monter la tension. Dans Twisted Fables, il y a vraiment un effet de contre, de miroir, je sais pas comment on peut l'appeler, mais ce truc de, au fur et à mesure qu'on monte en puissance, bon, on va avoir beaucoup de défense, et l'autre, à l'inverse, va avoir beaucoup d'attaque, etc. Et donc, il y a cet effet de, je te fais 4 points de dégâts, ah bah oui, mais j'avais 4 points de défense, il se passe rien, ça stagne. Et ça va être souvent comme ça, puisque les mains de cartes sont assez réduites, et que, comme on l'a dit, il y a plein de cas de figure dans lesquels on peut pas activer ces gros pouvoirs, même si on les a en main, on n'a pas les bonnes cartes pour les activer, donc on va avoir plein de tours vides, plein de tours d'attente, où on est juste en train d'acheter des cartes pour la suite, en espérant que ça sorte mieux après. Et en attendant ce fameux tour de jeu, on va pouvoir faire un gros coup et faire enfin diminuer les points de vie de notre adversaire et avancer. Tandis que dans Unmatched, les cartes de notre main sont des ressources à part entière. On peut pas en avoir plus de 7 en main et il faut consacrer une action, une de ces deux actions de son tour, pour piocher une carte. Et quand on choisit de se défendre, on dépense une carte de sa main. Quand on choisit d'attaquer, on dépense une carte de sa main. Donc ça veut dire que nos options se réduisent et que plus tard, il faudra qu'on choisisse des tours où on pioche des cartes. Mais c'est très rapide puisque vraiment c'est juste une action, je pioche une carte, je la lis et je décide après si je la dépense ou si j'en repioche une. On a aussi une prise de décision intéressante. Quand l'adversaire commence à s'éloigner énormément de nous et que nous on a besoin d'être au corps à corps pour le tabasser, on peut défausser des cartes supplémentaires pour donner un boost à notre valeur de mouvement et donc parvenir à le rattraper. Mais ce qui est hyper malin, c'est que dans Unmatched, quand on arrive à l'épuisement de son deck, on va perdre des points de vie. À chaque fois qu'on aurait dû piocher et qu'on n'a plus de cartes de notre deck, on va pas mélanger notre défausse. Non, c'est fini. On perd 2 points de vie à la place. Du coup, vous vous dites, c'est simple, il suffit d'arrêter de piocher. Oui, mais pour se déplacer sur le plateau, on est obligé de piocher d'abord. On doit faire l'action de piocher une carte avant de pouvoir se déplacer, sinon on reste là où on est. Et donc, l'adversaire peut très bien nous obliger à devoir nous déplacer, et donc si on n'a plus de cartes dans notre deck, si la partie commence à tirer un peu en longueur, on va perdre des points de vie de façon inévitable. C'est impossible que ça stagne, que ça tourne en rond, ça va avancer. Et ça, moi j'adore. Comme je l'ai dit, ça fait monter la tension, ça fait qu'on peut se lancer dans une partie de match, on est sûr qu'elle va pas durer plus de 25-30 minutes. Là où Twisted Fables, j'ai vu des parties d'une heure et demie, et on en a marre, vraiment on s'ennuie quoi. Et je rebondis sur les deux autres jeux dont je voulais parler, parce que c'est un peu la même chose qui les oppose. Dans Summoner Wars, le but est de vaincre l'invocateur adverse, et pour ça, il va falloir se rapprocher et pouvoir lui infliger des dommages. Le souci, c'est que dans Summoner Wars, on lance des dés pour infliger des dommages, donc vos cartes vont avoir plus ou moins de dés à lancer, mais dans tous les cas, sauf compétences bonus, vous allez les toucher sur du 3+. Donc si vous faites pas le bon résultat au dé, vous pouvez lancer 3-4 dés d'un coup, vous allez peut-être faire 0 dommage. Il y a un aspect chance, donc, qui est intéressant, parce qu'il crée de la prise de risque, il crée de l'incertitude, qui est forcément ludique, et qui donne envie de tenter des coups, mais en même temps, ça a aussi pour conséquence que si les deux joueurs ratent leur lancer, si on avait ce point de rupture idéal qui fait qu'on met tous nos œufs dans le même panier pour tenter d'achever l'invocateur adverse, on loupe notre coup, et du coup lui il parvient à s'éloigner, à se barrer à l'autre bout du plateau, à mettre des défenses pour se protéger, ça sera plus possible avant longtemps quoi. Il va falloir reconstruire toute une séquence d'agression. Et donc ça prend du temps, et dans Summoner Wars, quand on n'a plus de cartes dans nos decks, on continue avec ce qu'on a déjà, donc pour peu qu'on ait encore des unités, ça peut encore être long. C'est moins interminable que Twisted Fables, mais voilà, moi Summoner Wars, j'y ai énormément joué, faut le savoir, pas mal sur appli, sur iPad, avec mon petit frère, mais aussi en version physique, j'avais le Master Set ancienne version, j'ai fait vraiment plus de 100 parties. Et j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup, en tout cas en physique, puisqu'en numérique ça va un petit peu plus vite, qui vraiment traînaient en longueur et où on avait du mal à finir, même si on savait probablement qui allait gagner, sauf retournement de situation improbable, on ne parvenait pas à achever l'adversaire. Et ça, c'est assez saoulant, je trouve, comme ressenti, parce qu'on a le sentiment que la partie est déjà jouée, que la messe est dite, que c'est plié, et on ne parvient pas à conclure, et on en a juste marre, en fait, au bout d'un moment. On en est là à prier que les dés fassent un bon résultat, non pas simplement pour l'emporter, mais pour que ça s'arrête, en fait. Un jeu de duel, moi, j'aime quand c'est rapide, j'aime quand les parties font 30, allez, 45 minutes max, mais
pas une heure et demie, non. Arakan Wars, qui ressemble pas mal à Summoner Wars sur plusieurs aspects et qui en même temps a vraiment sa propre identité. Parmi les parallèles, c'est bête, hein, c'est matériel, mais le fait qu'on joue sur un plateau en tissu qu'on étale sur la table et pas du carton, il y a ce côté placement des cartes qui peuvent se déplacer. Même si dans Summoner Wars, c'est la grande majorité des unités qui peuvent se déplacer, et dans Arakan Wars, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment une minorité. Le déplacement est une compétence parmi d'autres et rares sont les cartes qui en bénéficient en fait. Mais la super bonne idée, l'idée moderne et toute simple d'Arakan Wars, c'est de dire le jeu va durer 9 tours, pas un de plus. Donc on sait quand ça va s'arrêter. Et encore une fois, ça crée une tension et ça aide à la prise de décision, parce que voilà, on sait combien de tours il reste, et quand on a sa main de cartes, on peut se dire ok, cette carte-là, je vais plutôt la garder pour la fin, cette carte-là, elle me paraît idéale pour le début. On peut construire sa prise de décision en fonction. Un autre aspect qui est vraiment génial dans Arakan Wars, qui rend le déroulé du jeu vraiment très fluide, et aussi qui lui permet d'être pris en main très facilement. À l'heure où je vous parle, j'ai fait jouer 3 nouveaux joueurs, et on sait que les jeux de cartes, les jeux de duel avec des factions, des compétences, etc., c'est parfois pas évident à appréhender, il faut comprendre comment fonctionne son deck, etc. Là, dans les 3 cas, ça s'est passé super bien. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on joue ces cartes face cachée. À Arakan Wars, à chaque manche, vous allez poser 2 cartes sur le jeu. Que ça soit des sorts, que ça soit des créatures, on va les mettre face cachée. Ça crée une dimension bluff qui est super plaisante. Un côté, une fois qu'on connaît un peu les cartes du deck en face, de guessing, mais même sans connaître la méta, on peut dire, ok, est-ce que ça c'est une créature, est-ce que c'est plutôt un sort, est-ce que c'est un lieu, est-ce que j'ai intérêt à mettre plein de créatures autour pour pouvoir faire une attaque groupée et parvenir à l'éliminer, ou à l'inverse, est-ce que là il a choisi son moment pour jouer sa grosse créature qui tape et il vaut mieux que je m'en éloigne. En plus du coup il y a une alternance dans l'ordre du tour, si vous êtes premier joueur à une manche, vous serez second à jouer à la manche d'après, et ça change tout. Si je suis premier, je vais pouvoir bloquer certains emplacements à mon adversaire, j'attaquerai en premier, donc je peux partir de ce principe là de dire ok, cette unité-là, elle me menace, mais je vais pouvoir réagir, je vais pouvoir attaquer avant et l'éliminer. Et à l'inverse, quand on est deuxième joueur, on peut profiter du placement des cartes de notre adversaire pour réagir, pour se coller à ces cartes, pour se dire « Ah, il y a cette capacité-là qui va s'activer ». Il y a aussi des cartes qui ont initiative, qui vont jouer avant toutes les autres, même si normalement on était deuxième dans l'ordre du tour. Donc il y a plein de subtilités comme ça autour de l'ordre du tour qui sont fascinantes et qui sont pas du tout présentes dans Summoner Wars. Parce que Summoner Wars, c'est on joue l'un après l'autre jusqu'à la fin du jeu, mais il n'y a pas de variance dans l'ordre du tour. Et puis ce côté carte face cachée, ça crée un truc tout bête, c'est que au moment de révéler les cartes, on les explique. Et donc on peut traiter les informations petit à petit, de manière beaucoup plus digeste. Parce que moi, je connais les 2 cartes que j'ai posées, je découvre les 2 cartes qu'a posées mon adversaire. Généralement, c'est quelques mots-clés, c'est vraiment rare les cartes qui vont être compliquées à comprendre, et je peux suivre très facilement. Là où dans un Summoner Wars, l'adversaire va peut-être jouer plusieurs unités sur le même tour, il va déclencher des sorts, je peux aussi me rappeler des compétences des unités qui sont déjà sur le plateau, etc. Et tout ça, ça crée beaucoup plus d'informations à suivre, beaucoup plus intimidantes pour un joueur qui découvre. Donc Arakan Wars est plus facile à prendre en main, plus incisif, plus rapide. On n'est pas sur des parties aussi courtes que Unmatched, mais on est sur du 30-45 minutes, quoi. Et comme d'habitude, dans ces jeux-là, on peut customiser son deck. Le livre de règles est hyper bien fourni, hyper bien foutu. Il vous donne déjà des pistes pour deck builder, des trucs très mineurs, mais en fait les decks font que 23 cartes, donc il vous dit retire ces 3-là, ajoute ces 3-là, et ça va déjà changer ta stratégie, ça va déjà changer ta façon d'appréhender ta faction. J'aime le fait que les sorts se jouent souvent comme des unités, même si certains vont être placés en dehors du plateau de jeu sur le plan astral, il y a plein de sorts offensifs qui vont vraiment prendre une place sur le champ de bataille, du coup ça implique plein de choses en termes de blocage, en termes de bluff, etc. J'aime aussi les lieux, on en a très peu dans le deck, mais c'est vraiment des emplacements stratégiques qui vont énormément booster nos créatures, et en même temps, si l'adversaire parvient à prendre possession de ce lieu en totalisant assez d'attaques pour nous l'éliminer, il va récupérer ce lieu pour lui. Et donc la compétence qu'on aimait tellement avoir, elle va se retrouver chez l'adversaire. Donc c'est vraiment à double tranchant, il faut bien jouer ces lieux avec parcimonie et réfléchir à 2 fois avant de les poser sur le plateau. L'autre aspect intéressant dans Arakan Wars, c'est qu'on gagne non pas en éliminant un champion adverse, mais en totalisant le plus de points de victoire à la fin des 9 manches. Et donc c'est ça qui est cool, c'est que cet aspect durée de partie limitée
c'est pas seulement une rustine pour dire ok, comme ça on fait en sorte que les parties ne s'éternisent pas, c'est aussi intégré intrinsèquement dans le game design, dans la façon de gagner ou perdre. Est-ce que je vais laisser les petites unités tranquilles en me disant bah c'est pas grave, elles valent pas beaucoup de points? Est-ce que je vais m'acharner sur les grosses unités mais elles sont plus difficiles à battre? Ce qui est intéressant en termes de stratégie, c'est que ça crée en fait finalement beaucoup plus de façons de gagner. Parce que par exemple les bleus, qui sont une couleur qui joue énormément défensif, bah, ils ne sont pas nécessairement besoin d'éliminer l'adversaire pour l'emporter, ils ont juste besoin d'avoir plus de points. Et donc ils peuvent poser un maximum de créatures, les rendre quasiment impossibles à détruire et gagner comme ça. Il y a plein de tours de jeu où ça va être le statu quo, où j'ai 2 points d'attaque, t'as 2 points de défense et je parviens pas à te battre. Mais là où dans Twisted Fables on avait le sentiment de tourner en rond à s'annuler les uns les autres, ici il y a une dynamique dans le fait que le tour de jeu alterne entre l'un et l'autre, on joue que 2 cartes, c'est fluide, on ne repioche que 2 cartes, sur la partie on aura vu tout notre deck. Bah tout ça fait que même si à certains moments bah il y a statu quo, bah quand il y a statu quo, on avance directement à la manche suivante. S'il y a une zone du plateau qui stagne un peu plus, bah ça va se friter de l'autre côté, c'est sûr. En résumé, qu'est-ce qui fait que je trouve Unmatched et Arakan Wars plus modernes que Summoner Wars et Twisted Fables? La durée de partie est limitée, soit par un nombre de manches, soit par une mécanique intrinsèque qui fait que la réserve de points de vie va s'épuiser. Du coup, on sait à l'avance dans quoi on se lance quand on fait une partie, et on a d'autant plus envie d'enchaîner les parties parce qu'on sait que si on a 1 heure devant nous, c'est sûr, on va pouvoir en faire 2. On a plusieurs moyens de jouer les cartes, soit parce que c'est des cartes à usage multiple dans Unmatched, soit parce qu'il y a une même façon de poser des cartes qui sont pourtant différentes, qui vont avoir des implications très distinctes dans Arakan Wars. On pose les cartes face cachée, ça peut être une unité, ça peut être un sort, ça peut être un lieu, on sait pas. Ça crée à la fois de l'incertitude et du dynamisme. Enfin, Arakan Wars et Unmatched sont plus faciles à appréhender. C'est plus facile d'initier des nouveaux joueurs. Parce que les cartes sont plus lisibles, on va les résoudre vraiment une à la fois, on comprend plus vite les effets, on alterne en permanence entre l'un et l'autre, c'est vraiment un ping-pong, et donc on vous demande pas de planifier toute une séquence de jeu avant de la résoudre. Donc voilà, tout ça fait que ce sont des jeux de duel que je perçois comme modernes, comme addictifs, qui me plaisent énormément, et dont j'ai envie d'enchaîner les parties à l'infini. Et d'ailleurs, pour peu que j'ai le public, quand on sort un match de Arakan Wars, c'est impossible qu'on fasse qu'une seule partie, on va forcément en faire 2, 3 d'affilée, ça c'est des signes qui trompent pas. J'espère que ce format un peu analytique vous a plu. C'était un peu niche, probablement, mais en même temps ça permet de renouveler un petit peu la façon de faire des critiques. C'est pas juste j'aime pas, mais c'est vraiment rentrer en profondeur dans les caractéristiques d'un genre, et dans la manière dont la façon de réinterpréter, de twister ces codes, va parfois changer radicalement l'expérience de jeu et paraître rébarbative dans certains cas et addictive, enthousiasmante dans d'autres. Si ça vous a plu, like, commentaire, abonnement, Instagram, Ko-fi, le code promo chez Golden Meeple pour acheter Arakan Wars est vraiment juste pas vendu à l'éditeur. Ils m'ont même pas obligé à faire une vidéo sur le jeu, c'était vraiment comme je voulais. Mais vous le verrez aussi chez The Incredibles. Arakan Wars, c'est vraiment un jeu très solide. Si vous aimez le genre, je vous encourage vraiment à vous pencher dessus. C'est un jeu qui est passé un petit peu inaperçu du fait de son Kickstarter et tout ça. Sa sortie n'est pas aussi retentissante qu'elle aurait dû l'être, puis c'est un genre de jeu qui est assez saturé. Mais voilà, il y a quelque chose de frais dans ce jeu, comme il y a quelque chose de percutant dans Unmatched aussi, mais ça pour le coup, Unmatched, il a pas besoin de moi. Il rayonne déjà bien assez comme ça tout seul. Même s'il y a plein d'extensions que Yellow pourra pas traduire pour des questions de droit, mais ça c'est un autre sujet. Je vous dis à très bientôt pour la suite du top 50, pour la rétrospective Pfister qui arrive ce mois-ci. C'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao. J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tripes entre midi et 2? Ça fait tout juste 2 ans que tout est dans ma cervelle. Pourquoi pas créer, enlever mes souliers, poser mes bagages, faire sauter le barrage? Il faut se faire violence pour trouver l'insolence de raconter sa vie, surtout si c'est gratuit.